je suis Marine L'Orphelin, médecin généraliste, chroniqueuse, conférencière et autrice du livre En pleine forme. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. Vous d'abord, un podcast pensé et créé par les pharmaciens Aprium. Aujourd'hui, on va vous parler de la vaccination et plus particulièrement de la vaccination contre les papillomavirus avec nos experts du jour, avec Gonzague Abscheit. Bonjour Marine, Bonjour je suis Gonzague. effectivement pharmacien installé à Strasbourg et puis ravi d'être avec vous deux aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et nous accueillons aussi Juju la Gigi. Bonjour. Cher concert, bonjour. Oui, bonjour. Tu es gynéco-obstétricienne ? Ouais, je suis gynéco-obstétricienne et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, illustratrice et autrice du guide gynéco joyeux et décomplexé. Oui, tu nous fais des super dessins pour nous expliquer le quotidien en gynéco-obstétrique. Et toujours une belle manière de faire passer des messages de santé. Et je suis ravie d'être avec vous deux pour parler des papillomavirus. Il s'agit d'une grande famille de virus, plus d'une centaine de virus HPV, dont certains sont dits à haut risque. À haut risque puisqu'ils peuvent provoquer des cancers. Cancers qui donc peuvent être limités, évités grâce à la vaccination. Donc c'est génial. Cette vaccination, elle est recommandée en France depuis 2007 chez les jeunes filles, mais seulement depuis 2021 chez les jeunes garçons, alors que ses bénéfices sont indiscutables et indiscutés. On a aujourd'hui accès à de nombreuses études scientifiques qui confirment ces bénéfices, notamment dans la limitation de l'apparition de ces lésions précancéreuses. Malheureusement, la vaccination, elle est encore un peu boudée aujourd'hui dans notre pays, en France. La couverture vaccinale contre les infections à HPV est estimée à environ 40% des personnes concernées. 40% des jeunes filles, mais seulement 10% des jeunes garçons. Alors, on a encore des progrès à faire pour atteindre l'objectif de couverture vaccinale fixé à 80% à l'horizon 2030 dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Alors, les instances publiques essayent d'améliorer l'accès à cette vaccination, notamment depuis la rentrée de septembre 2023, où elle est proposée gratuitement à tous les élèves de 5e. Mais là, encore une fois, les chiffres sont décevants. Alors, on va s'attarder tous les trois à déconstruire ces préjugés, ces fausses idées sur ce sujet de la vaccination et particulièrement de la vaccination du HPV. Et puis, on va rappeler aussi les risques de ces papillomavirus. Alors déjà, Juju la Gigi, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que c'est que ce HPV, ces papillomavirus? Et quels sont les risques pour la santé? Alors, les HPV, c'est une grande famille de virus. C'est les Human Papillomavirus, on en dénombre plus d'une centaine. Et en fait, on les connaît tous parce que le HPV1, par exemple, c'est celui qui vous file les verrues plantaires quand vous allez à la piscine. Donc, on l'a probablement tous expérimenté un jour dans notre vie. Malheureusement. Quand on était plus jeune. Les HPV 6 et 11, par exemple, eux, ils donnent des verrues, mais des verrues génitales, beaucoup moins sympathiques, qu'on appelle aussi les condylomes. Et puis, les HPV qui nous intéressent et dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est les HPV oncogènes. Alors, eux, ils ont cette particularité. Ils sont capables, en fait, quand ils nous infectent, de transformer nos cellules et de les faire devenir précancéreuses, puis ensuite cancéreuses. Donc, ces HPV oncogènes, c'est eux qui sont responsables des cancers du col de l'utérus, mais aussi les cancers ORL HPV induits, certains cancers de l'anus ou encore de la vulve ou du pénis. Oui, parce qu'on a tendance à parler souvent du cancer du col de l'utérus lié au papillomavirus, mais en fait, il provoque beaucoup plus d'autres cancers, dont on parle un peu moins. Oui, c'est le plus connu parce qu'en fait, il y a un dépistage organisé. On va y revenir après pour le cancer du col de l'utérus et ce n'est pas le cas pour les autres. Mais les HPV sont responsables de nombreux cancers et la vaccination, on déflore un peu le sujet, mais permet de les prévenir. J'ai lu 6400 cancers quand même dus au HPV chaque année, 2900 du col de l'utérus, avec quand même 30 000 lésions précancéreuses détectées chaque année dans notre pays. Mais alors du coup, comment on attrape ces fameux papillomavirus? On l'a dit, il y en a de nombreux. Eh bien, les papillomavirus, ils se transmettent par simple contact. C'est pour ça qu'ils sont aussi contagieux. La verrue plantaire, ça c'est le bon exemple, tout le monde comprend. Mais les HPV qui donnent les condylomes, donc les verrues génitales, c'est aussi un contact, qui soit cutané ou cutanéo-muqueux. Et donc, la prévention, par exemple, par préservatif, elle est incomplète. Le simple fait d'avoir des contacts au niveau génital avec les mains ou de partie intime à partie intime peut transmettre un HPV et c'est donc une infection sexuellement transmissible. Elle a cette particularité d'être quasiment une infection sexuellement transmissible obligatoire. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais on pense que 80% de la population adulte non vaccinée, donc avant la vaccination, a déjà rencontré un HPV par voie sexuelle dans sa vie. C'est énorme. Donc oui, c'est très fréquent et puis c'est difficile du coup de prévenir l'infection parce que, comme tu l'as dit, le préservatif protège des IST, sauf du HPV
Enfin, pas complètement, Pas complètement. parce qu'on peut l'attraper par les contacts cutanés, donc on va dire au niveau de la zone génitale élargie. Oui, des simples caresses suffisent en fait à rencontrer un HPV. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que dans 90% des cas, le corps est capable de l'éliminer tout seul et on ne va pas déclarer d'infection. Mais pour le petit pourcentage de cas où l'infection va devenir persistante et non pas transitoire, c'est là où il peut y avoir un risque. Si c'est un HPV oncogène, donc un de ces HPV qui peut transformer les cellules, on peut avoir un risque de développer des lésions précancéreuses puis cancéreuses. C'est là où justement le vaccin a tout son intérêt. Alors, vous pouvez répondre tous les deux, hein. Quels sont ces vaccins HPV? Comment ils fonctionnent? Donc, du coup, on dispose de 2 vaccins en France. Un qui n'est quasiment plus utilisé, qui s'appelle le Cervarix, qui contient 2 souches d'HPV, on va dire seulement, l'HPV 18 et l'HPV 16. Et le plus utilisé aujourd'hui, c'est donc le Gardasil, qui lui contient 9 souches d'HPV. Donc, on voit l'évolution. Donc, aujourd'hui, ce vaccin couvre une grande quantité d'HPV oncogènes pour plus d'efficacité. Voilà. Et donc, on a des vaccins aussi qui protègent contre les condylomes, contre les verrues? Oui, alors le Gardasil 9, il a donc 9 souches d'HPV et il contient entre autres le 6 et le 11 qui sont responsables de 90% des condylomes. Donc Voilà. quand on est vacciné, on est protégé en grande partie contre les condylomes également. Ah oui, donc c'est intéressant. Voilà, Ouais, carrément. bien sûr. Surtout que, on va en reparler tout à l'heure, mais les condylomes ne connaissent pas le genre, hein. Que vous ayez un pénis, une vulve ou que vous soyez intersexe, les condylomes, tout le monde peut en avoir. Et bon, vous pourrez regarder sur Internet, taper condylome si vous n'en avez jamais Ouais. eu ni vu, parce que vraiment, on n'a Ouais. pas envie d'en avoir, hein. Pour qu'elle Si vous voit, tapez Tapez sur image, soyez prêts. Ah ouais, ça peut faire un petit peu peur, mais par contre, c'est complètement bénin. Voilà, les condylomes. Oui, c'est bénin. Les condylomes, c'est bénin, mais par contre, ça peut être très envahissant. On dit florissant, mais ça n'a rien de romantique. C'est difficile de s'en défaire. Il faut parfois les brûler. Au laser, c'est douloureux. On peut en avoir sur la vulve, sur le pénis, sur l'anus. Non, c'est pas un cadeau, vraiment. Moi, C'est pas un cadeau, donc vaccinez-vous Ouais. aussi pour cette C'est une raison des raison condylomes. supplémentaire, oui. Ça peut être une raison, effectivement. Et donc, comment ils fonctionnent, ces vaccins Ah exactement? oui, alors, je pense que c'est important effectivement d'expliquer comment sont fabriqués ces vaccins pour lever certains freins. Il existe 2 types de vaccins. Donc des vaccins vivants, donc qu'on va pas détailler puisque c'est pas le sujet du Gardasil. Le Gardasil est un vaccin inactivé. Donc en quoi ça consiste? On prend un petit bout du virus que l'on va associer à une particule qu'on appelle un adjuvant, un adsorbant, qui en l'occurrence là est de l'aluminium. Donc on pourra peut-être en reparler après parce que il y a beaucoup de polémiques sur le sujet de l'aluminium, donc ça nécessite, je pense, quelques explications. Beaucoup de vaccins contiennent de l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Parce que c'est cette particule qui va provoquer et favoriser, améliorer la réaction immunitaire, donc rendre le vaccin plus efficace. Voilà. Après, il y a eu beaucoup de polémiques sur les risques de l'aluminium, notamment sur des maladies musculaires, pour simplifier les choses. Beaucoup de recherches ont été faites et ces recherches ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, très clairement. D'autant plus que un vaccin contient 0,5 mg, je crois, d'aluminium, contre une ingestion quotidienne, notamment dans notre alimentation, de près de 10 mg d'aluminium par jour. Donc, ça n'a pas de commune mesure, quoi. Voilà. Ouais, finalement, cette dose est... Infinitésimale. Ouais. On va alors stimuler le système immunitaire. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on parle bien d'un fragment du virus, pour que les patients comprennent bien que ce n'est pas le virus lui-même que l'on injecte. Et donc, de fait, il est impossible de déclarer la maladie suite à l'injection du vaccin, puisque ce n'est pas le virus lui-même que l'on injecte, hein, j'insiste. Et donc, une fois ce vaccin injecté, l'organisme donc, va reconnaître notamment l'aluminium et le fragment du virus comme un corps étranger, et donc va réagir sous forme de ce qu'on appelle une réaction immunitaire, donc en créant des anticorps, qui sont, on va simplifier, des soldats de l'organisme. Et là où la vaccination est vraiment importante, c'est qu'avec cette réaction immunitaire, il y a ce qu'on appelle un effet mémoire. Donc, lorsque l'organisme sera à nouveau confronté, donc là, en l'occurrence, confronté à la présence d'un HPV, il le reconnaîtra comme un élément étranger et sera capable de le combattre. Est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'on vaccine très jeune, qu'on vaccine les jeunes filles, les jeunes hommes assez tôt? C'est pour que leur système immunitaire réagisse tout de suite quand ils vont être en contact avec un papillomavirus? Oui, d'une part, et puis c'est important d'être vacciné avant d'avoir rencontré ces premiers papillomavirus. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une infection quasiment obligatoire, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à avoir des relations sexuelles, qu'on ait un ou plusieurs partenaires, on va les rencontrer, ces fameux HPV. Donc si on a été vacciné avant, le corps est déjà habitué pour les éliminer, pour les combattre. Si on vaccine après les premiers rapports, on a déjà rencontré l'HPV et l'efficacité de la vaccination va énormément chuter. Pour qu'on soit
vraiment clair et pour qu'on déconstruise aussi parfois certains freins, notamment des parents qui ne veulent pas vacciner leurs jeunes. Euh, Vacciner contre le HPV n'a pas d'incidence sur leur vie sexuelle. Au contraire, c'est plutôt un moyen de les protéger le plus tôt possible. Il y a souvent une confusion de la part des parents, effectivement, où ils ont le sentiment que on fait une vaccination HPV à 11 ans et c'est l'entrée dans la vie sexuelle du jeune. Alors que c'est pas forcément, évidemment pas le cas et pas toujours, mais que c'est une protection pour l'avenir, quoi. Oui, C'est ça qui On est a important besoin d'en comprendre. d'anticiper vraiment et de le faire Oui, c'est suffisamment tôt. important de le faire avant les premiers rapports. Et si on veut rassurer les parents, on peut leur dire que l'âge du premier rapport sexuel, il est autour de 17 ans. Ça n'a pas beaucoup évolué, même si on a l'impression que c'est toujours plus tôt. En fait, c'est pas vrai. Et l'autre chose, on change un peu de sujet, mais si vous me permettez cette petite digression, plus on informe les jeunes et plus on leur parle de la sexualité en les respectant, en leur expliquant la notion de consentement, et en fait, plus on va diminuer le risque d'infection sexuellement transmissible et de grossesse non désirée. Donc en fait, c'est tout l'inverse. Parler de sexualité avec les jeunes, c'est leur donner les clés pour démarrer leur sexualité plus tard. Donc, leur expliquer à quoi ça sert le vaccin HPV, c'est aussi leur donner des clés pour être protégés et finalement, pas du tout y aller. C'est pas parce qu'on a eu son vaccin que tout de suite, direct, on va se mettre en quête de trouver quelqu'un et faire du sexe. On peut aussi ajouter qu'on vaccine à cet âge-là parce que c'est aussi l'âge où la réaction immunitaire est la plus forte. Donc l'efficacité du vaccin, c'est à ce moment-là qu'il est le plus élevé. Oui, du coup, je vais parler sous contrôle du pharmacien, mais entre 11 et 14 ans, on a 2 doses à faire, Voilà. alors que quand on fait un rattrapage entre 15 et 19, qu'on ait eu ou pas des rapports 3 doses. sexuels, il y a 3 doses, parce que l'immunité est moins bonne Moins au bonne. fur et à mesure où on prend de l'âge. Et on peut vacciner encore après. Alors, on peut vacciner encore après. Il y a un rattrapage qui est proposé pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans. On pourrait même se poser la question de ne pas le faire que pour les hommes, mais pour tout le monde. Mais en général, on a commencé à avoir des relations et donc on a rencontré des HPV. Et puis, l'immunité va être moins bonne, la réaction va être moins bonne. Mais c'est une question qui se pose. Il y a des pays où ça se fait. Ils vaccinent justement des femmes adultes qui ont déjà eu des endroits où relations ça se fait, sexuelles, ouais, qui mais ont je déjà saurais eu pas des te- HPV. Alors, Ouais. on en discute de plus en plus, On en discute, ouais. justement, de vacciner après 26 ans, après le rattrapage, et notamment aussi les femmes, puisque ça concerne que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, pour le moment, le rattrapage à 26 ans. Donc on en parle effectivement pour les femmes. Pourquoi ? Parce que c'est l'Académie de médecine qui analyse que, d'une part, ça permettrait d'avoir des décisions d'adultes et pas des décisions prises par des adultes pour des enfants. Donc ça, c'est important. Mais également parce que beaucoup d'infections surviennent après cet âge-là. Donc ça sera un sens de continuer à vacciner après 26 ans. Et puis parce que il semble que le vaccin soit quand même efficace, même si l'HPV est présent dans l'organisme. Et puis, il y a plein d'HPV, comme on l'a dit, donc tu peux en avoir rencontré quelques-uns, et puis pas forcément les 9 qui sont contenus dans le vaccin, et donc tu vas être protégé contre ceux que tu n'as pas encore rencontrés. Donc oui, c'est des questions qui se posent. En tout cas, Ouais. les recommandations officielles aujourd'hui, c'est quel que soit le genre, entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19, et jusqu'à 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et puis parce que l'objectif, c'est d'atteindre 80% de couverture vaccinale pour avoir une immunité collective. On en est loin, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on est à 30-40%. Donc, plus on augmente le nombre de personnes vaccinées, et plus facilement on arrivera à cette couverture vaccinale. Et 10% des jeunes garçons, mais parce que c'est tout nouveau, en fait, Ouais, c'est tout l'ouverture neuf, de la vaccination aux jeunes garçons. Est-ce qu'au comptoir, justement, de la pharmacie, vous voyez de plus en plus de jeunes garçons? Est-ce que ça Alors, arrive aussi que tu l'abordes en consultation? c'est peut-être parce que c'est nouveau, effectivement, parce que c'est récent, comme tu l'as dit. Mais on a le sentiment d'en voir, oui, assez fréquemment. Et avec des mamans qui amènent leurs garçons se faire vacciner. Alors peut-être qu'effectivement, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, dans cette importance de la communication sur la sexualité. Et en tout cas, c'est une excellente chose. On a beaucoup de jeunes garçons qui se vaccinent. Ça a longtemps été considéré comme un problème de femmes à cause du cancer du col, mais à l'évidence, d'abord, les hommes peuvent aussi décider de protéger les femmes en se faisant vacciner, ça c'est une chose. Merci. Mais comme on l'a dit, ils peuvent se protéger eux-mêmes des condylomes et d'autres types de cancers. Donc moi, ça me semble essentiel que les garçons soient vaccinés. Et moi, j'ai 3 garçons. Je ne sais pas si je serai coupée au montage, mais je raconte quand même cette anecdote. On peut être content. C'est pas grave, ils écouteront peut-être pas. Mais mon aîné a 12 ans et donc il est en 5e et il est vacciné déjà contre l'HPV. Et tous ses petits copains à l'école qui probablement répètent ce que leur disent leurs parents lui disaient: mais attends, c'est pour les filles, toi t'es un garçon, t'as pas besoin, t'as pas d'utérus. Wow. Et il leur a répondu: eh ben tant pis pour vous, vous aurez des verrues de la bite.
Voilà, je trouve ça Génial. génial. Je crois que tu vas être coupé. Je crois que je vais être coupée, mais c'est pas grave, j'avais envie de le Mais dire. c'est important ce que tu dis On mettra un bip. parce que je suis pas certain que tous ces garçons qui viennent pour se faire vacciner à la pharmacie ou en cabinet sachent vraiment pourquoi ils sont vaccinés. Parce que je pense que ça persiste, qu'on pense que Ouais. c'est un problème de filles et que finalement, on demande aux garçons de se vacciner pour les filles. Alors que c'est pas vrai. Non, mais Euh, on a besoin de continuer d'informer les D'informer. parents qui, effectivement, font passer des messages à leurs enfants. Mais quand on s'adresse à des adolescents, je pense qu'ils sont tout à fait capables de prendre aussi des décisions éclairées. Donc, il faut aussi, à nous, professionnels de santé, essayer de communiquer. Et c'est ce qu'on fait aussi grâce aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que c'est important de vulgariser toujours. C'est d'arriver à les rendre aussi un petit peu acteurs de leur santé, de ce choix, qu'ils soient conscients que c'est aussi pour eux. Oui, et ce qui est important aussi, c'est que bon, maintenant, c'est pour tout le monde, quel que soit le genre, depuis quelques années. Mais avant ça, c'était recommandé pour les ados qui s'étaient déclarés ou qui avaient déjà dit bah, moi, je suis attiré par les garçons ou j'ai des relations sexuelles avec des garçons. Et c'était super discriminant parce que Mm. du coup, en regardant le carnet de santé, on avait l'orientation sexuelle de l'enfant. Et c'est Tout à vraiment fait. un problème. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit généralisé à tout le monde, ben, ça permet de lever cette discrimination. Et puis, quand on a 10 ans, 11 ans, 14 ans, avant de commencer sa vie sexuelle, on ne sait pas forcément par qui on va être attiré dans la vie, avec qui on va avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on aura plein de partenaires? Est-ce qu'on n'en aura qu'un seul? Est-ce qu'en fait, on aura zéro partenaire? Donc, du coup, le fait de prendre le pas avec la vaccination avant, ben, ça permet de ne pas forcément poser ces questions aux enfants. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire de leur sexualité plus tard, mais ils seront protégés quoi qu'ils en fassent. Mais ce que tu dis, c'est peut-être ça ce qui explique un peu le mauvais départ, en fait, hein, parce qu'on a été assez discriminant, sur les femmes, puisqu'on a fait supporter ça aux femmes, finalement, un peu comme la contraception ou autre, en Ouais, disant bah, c'est tout à votre fait. problème. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un mauvais départ. Et puis, effectivement, cette problématique que tu décris d'orientation sexuelle, c'était aussi un problème, Mm. effectivement. Et ça fait deux freins au fur et à mesure qui font que peut-être aujourd'hui, on n'est pas très bon sur la couverture vaccinale par rapport à nos voisins, notamment européens, où on est très en retard. Ouais. Bon, bah, on a quand même bon espoir que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, si on veut se faire vacciner, ou en tout cas si on est un parent, c'est peut-être des parents qui vont écouter ce podcast un peu plus. Si on est parent, vers qui on se tourne aujourd'hui pour la vaccination? Aujourd'hui, un patient peut s'orienter vers un grand nombre de professionnels de santé, on a des médecins, évidemment, depuis Son médecin toujours, généraliste, son médecin généraliste, gynécologue. gynécologue, voilà, infirmière, sage-femme, et puis pharmacien, ça c'est un peu nouveau. Il faut que ça C'est rentre un peu dans les mœurs, effectivement, puisque depuis le 1er août 2023, je crois, les pharmaciens sont habilités à vacciner tous les vaccins du calendrier vaccinal. Et comment ça se passe concrètement en pharmacie? Par exemple, vous l'avez appliqué dans votre pharmacie? Oui, complètement. Oui. Enfin, toutes les pharmacies à Prium vaccinent très largement tout le calendrier vaccinal, en plus du Covid et de la grippe que l'on fait déjà depuis un certain moment. Comment ça se passe? Concrètement, c'est la vaccination chez le pharmacien. L'idée, c'est de faciliter le parcours de soins. Mhm. C'est-à-dire qu'auparavant, le patient allait chez son médecin, repartait avec une prescription, Allez allait acheter chez le le vaccin. pharmacien. Je ne parle pas du risque de la chaîne du froid. Et ensuite, repartait chez son médecin pour se refaire vacciner. Alors, ça fonctionnait très bien, évidemment, mais si je prends le cas de la vaccination pour la grippe, et pas que, beaucoup de vaccins restent dans les frigos. Ils ne finissent pas chez le médecin jusqu'à la vaccination. Chez nous, alors sans vendre ou survendre la vaccination chez le pharmacien qui est tout aussi efficace qu'ailleurs, c'est que le schéma est simplifié puisque le patient vient à la pharmacie, après consultation de son carnet de santé, qu'il soit numérique ou papier, hein, puisqu'on a accès aux deux, on met en place la stratégie vaccinale avec lui. Donc en ce qui concerne l'HPV, par exemple, on va et le prescrire et l'administrer. Tout ça en une seule visite. C'est vrai que ça fait gagner du temps Ça fait aussi gagner du temps, c'est la aux simplification. professionnels de santé qui en manquent un petit peu quand même Ouais. aujourd'hui. Et sans retirer quoi que ce soit aux autres professionnels. Je veux dire, c'est juste un acte de vaccination qui permet je pense, d'augmenter la couverture vaccinale en facilitant l'accès aux soins à tous ces patients. Mhm. Du coup, si on veut résumer pour les parents, puisque c'est quand même eux qui sont concernés, Voilà. votre enfant, normalement en 5e, ça doit lui être proposé par son collège. Si le Il collège... faut l'accepter. Ouais, il faut l'accepter et ensuite le Par les collège deux le parents. fait. Après, si le collège ne le fait pas, il faut soit vous rendre chez votre pharmacien, soit chez votre médecin traitant pour avoir une prescription pour pouvoir faire vacciner votre enfant. Exactement. Et ce vaccin, donc s'il est fait par l'école, c'est pris en charge. Vous n'avez pas à amener le vaccin à l'école. Ouais. On imagine bien le bazar que ce serait si tous les enfants arrivaient le Avec matin leur avec leur vaccin. petite glacière et leur vaccin dedans. Donc il sera fourni par l'école. Par contre, sinon, il faut l'acheter en pharmacie. Voilà. Il coûte, je parle toujours Alors, sous contrôle du pharmacien, une alors, centaine d'euros remboursés à on est en France, 65%. donc avec la chance de notre système
de sécurité sociale tout de même. Donc, il vaut plus d'une centaine d'euros, mais il est pris en charge à 65% par la sécurité sociale. Et si vous disposez d'une mutuelle, il est totalement pris en charge. L'acte de vaccination, lui, est intégralement remboursé. Et le remboursement est complet, si on a la mutuelle évidemment Complet. pour la part mutuelle, si on est dans les recommandations Alors oui. Oui. de Oui, la oui. prescription. Oui, alors oui, effectivement, puisque Juju l'a dit tout à l'heure, il existe 3 schémas. Hein, le schéma chez l'enfant de 11 à 14 ans, donc en 2 injections. Un schéma en 3 injections entre 15 et 19 ans. Et un autre schéma de rattrapage pour jusqu'à 26 ans, donc pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Maintenant, en dehors de cet âge-là, effectivement, c'est hors recommandation, donc non remboursable. Et alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, vraiment du vaccin et déconstruire un peu les idées reçues, est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce vaccin qui peuvent être des effets bénins ou des effets plus sévères? Alors, il y a les effets indésirables de tous les vaccins qui sont liés à la vaccination en elle-même, donc à l'inflammation que va créer la vaccination, l'acte de vaccination, qui est l'effet qu'on recherche pour créer l'immunité suite à la vaccination. Donc, ça va être une petite rougeur aussi d'injection, une petite douleur, peut-être parfois une petite fièvre. Donc, c'est des effets indésirables qui apparaissent généralement rapidement pour la vaccination et qui disparaissent également très rapidement, qui sont bénins. Qu'on peut faire passer assez rapidement avec une prise, par exemple, de paracétamol, tout simplement, après l'avoir vu avec son professionnel de santé comme auparavant. Et puis après, il peut effectivement, mais très rarement, y avoir des effets indésirables plus embêtants, type des réactions anaphylactiques, mais extrêmement rares. Oui, des réactions Vraiment, allergiques, des chocs allergiques, pardon, allergiques. excusez-moi, oui, pour être moins technique, oui, mais qui sont extrêmement rares, Oui, donc en fait, comme tous les comme vaccins, tous les vaccins. c'est normal d'avoir une petite réaction C'est normal. inflammatoire, vous l'avez dit, immunitaire, et c'est plutôt le signe que le Que vaccin ça fonctionne, fonctionne. et c'est le signe que ça fonctionne. C'est un bon signe. Donc on peut rassurer complètement les gens finalement On sur ce peut, vaccin. hein, en France, on est un peu frileux sur les vaccins, on le sait, on n'a pas, voilà, on n'est pas un pays très pro-vax. Alors, C'est dommage, mais bon, Et puis, voilà, c'est comme ça. on a un recul énorme sur ce vaccin, faut le dire, Oui, notamment il y sur a eu ses des effets centaines de indésirables. millions de doses distribuées Voilà, partout dans le monde en depuis Australie, en plus de 10 Suède, ans. voilà. Et il n'y a pas eu de remontée des cas de choses Du graves. tout. Alors notamment, il y avait eu débat à un moment en France sur est-ce que ça donnerait pas des maladies auto-immunes, et ça n'a jamais été prouvé. C'est Mm. des cas isolés. Malheureusement, on peut déclarer une maladie auto-immune dans sa vie, et c'est entre guillemets, Indépendant de la même sans vaccination, guillemets, c'est le hasard si ça Ouais, arrive après la malheureusement. vaccination. Quand ça vous arrive à vous, vous vous posez des questions, bien sûr. mais il y a des organismes de santé qui sont là pour veiller aux effets secondaires et pour justement les répertorier. Et il n'y a pas de remontée de plus de cas de maladies auto-immunes après cette vaccination. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup de recul, parce que dans Oui, certains beaucoup pays, de recul. le vaccin est utilisé depuis 20, 30 ans, C'est le cas largement. d'Australie, par exemple, depuis une vingtaine d'années, je crois, et ça nous permet d'avoir un recul considérable sur l'efficacité et L'innocuité. l'innocuité, mais c'est peut-être pas le bon terme pour aujourd'hui, mais me prouver qu'il est safe, quoi. Il y a pas de danger. On a quand même entendu parler de cette histoire triste de ce jeune qui est décédé suite à la vaccination HPV. Alors, le lien n'a pas été prouvé. On en est Alors, de cette non, alors affaire. malheureusement, justement, c'est une histoire dramatique parce que c'est un jeune adolescent qui est mort suite à une vaccination HPV. C'est là où il faut faire attention aux termes que l'on utilise, puisque c'est prendre un raccourci. Mhm. En réalité, ce jeune garçon a eu une vaccination HPV dans le cadre d'un protocole de vaccination normal. Et suite à cette vaccination, très certainement liée à des problématiques d'anxiété dues au vaccin, il a fait ce qu'on appelle une syncope dans les 10 ou 15 minutes après la vaccination. Et c'est lors de la chute liée à la syncope que malheureusement il s'est blessé mortellement. D'accord. Donc, c'est un accident qui est dramatique, mais qui n'est en aucun cas lié à la vaccination HPV, mais qui a provoqué quand même un changement des protocoles de vaccination en cabinet ou en pharmacie, où dorénavant, il est fortement conseillé de garder les adolescents pendant une quinzaine de minutes en observation, et suite bien. à cette vaccination en particulier. Et donc, nous, dans nos pharmacies à Priom, on est équipé de fauteuils particuliers, justement, pour permettre de contrecarrer ce phénomène de syncope très rapidement, au cas où il survient. Oui, c'est rare que quand même un malaise survienne après une vaccination, mais voilà, avec un Alors, coup de, pas tant que avec ça. un coup de stress, avec la Oui, douleur, parce ça peut arriver. on en discutait tout à l'heure off avec Juju. Nous, on l'a Mm. vécu un certain nombre de fois lors de la fameuse vaccination Covid, où beaucoup de gens venaient avec de l'anxiété Bien sûr. par rapport à toutes ces fake news qui circulaient sur ce vaccin, et donc venaient se faire vacciner un peu contre leur gré, générant une anxiété et du coup parfois des syncopes. Mhm. Ok, bon, en tout cas, voilà, tous les protocoles ont été mis en place pour que ça se passe Ça se fasse en bien. toute sécurité et Voilà. que des accidents aussi dramatiques ne se reproduisent plus. Mm.
Est-ce qu'il y a des contre-indications à ce vaccin? Alors non, il n'y a aucune contre-indication à ce vaccin, puisqu'on a expliqué tout à l'heure que c'était un vaccin non vivant. Hein, donc, on n'a même pas de contre-indication pour des personnes dites immunodéprimées. La seule contre-indication serait une hypersensibilité à l'un des constituants du vaccin, connu. Et ces études ont aussi prouvé que ces vaccins limitent véritablement Oui. les cancers, en Oui. tout cas les lésions précancéreuses. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus sur pourquoi le HPV provoque un cancer? Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? À l'histoire naturelle de la maladie, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure. On va rencontrer l'HPV et en fait, ça va mettre une vingtaine d'années avant que l'infection soit d'abord persistante, puis modifie les cellules et enfin arrive à un cancer. Donc c'est une évolution qui est très lente et c'est ce qui permet, par exemple, alors je vais parler de ce que je connais, hein, c'est-à-dire la gynéco, au niveau du col de l'utérus, d'avoir toute cette stratégie de dépistage parce qu'on va d'abord voir les lésions précancéreuses et ça met très longtemps à évoluer ensuite vers un cancer. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir agir pour les personnes qui développent, qu'elles aient été ou non vaccinées, des lésions précancéreuses, on va pouvoir les traiter et agir avant l'apparition du cancer. Enfin, le papillomavirus est la seule cause du cancer du col de l'utérus. Oui, la spécificité du cancer du col de l'utérus, c'est qu'il est toujours lié à l'HPV. Et ce n'est pas le cas des autres cancers dont on a parlé. Il y en a qui sont liés à l'HPV et d'autres non. Par exemple, pour les cancers de la sphère ORL, de la gorge par exemple, ils sont souvent liés à l'alcool et au tabac. Mais ils peuvent être aussi liés à l'HPV, notamment avec les pratiques orogénitales. Et pour ce qui est des cancers du pénis, de la vulve ou de l'anus, ils peuvent être liés à l'HPV ou pas. Et je crois, Gonzague, que tu as les chiffres en tête. Oui, Toi. oui, j'ai les chiffres en tête. Et je trouve que c'est important de le rappeler, notamment dans le cadre de la vaccination des garçons, hein, puisque si on pense que c'est effectivement une vaccination qui ne concerne que les filles, eh bien non, puisque l'HPV est responsable de 25% des cancers du pénis, 90% des cancers de l'anus Ah ouais. et 35% des cancers oropharyngés. Ah, c'est énorme. C'est pas négligeable. Hein. Non, C'est non, non, pas non, négligeable. vraiment pas négligeable. D'ailleurs, maintenant, le frottis recommandé, c'est plutôt un dépistage du HPV, hein, c'est ça? Alors, c'est un tout petit peu plus technique. Déjà, on ne l'a pas dit, mais si vous avez été vacciné, il y a quand même des HPV qui ne sont pas couverts par la vaccination. Donc, vous êtes quand même à risque, un risque bien diminué, mais un risque quand même de développer un jour dans votre vie soit des lésions condylomateuses, soit des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Donc, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne doit pas se faire dépister. Le dépistage est complémentaire de la vaccination, c'est une notion hyper importante. Ouais, c'est très très bien de le rappeler. Ensuite, pour ce qui est du dépistage du cancer du col de l'utérus spécifiquement, puisque c'est en fait le seul cancer HPV induit pour lequel on a un dépistage organisé, on commence à 25 ans. À 25 ans, on va faire un frottis, c'est-à-dire qu'en passant par les voies naturelles, on met ce qu'on appelle un spéculum. On va aller avec une petite brossette douce, c'est un examen qui n'est pas douloureux, c'est inconfortable, désagréable, mais ça ne doit pas faire mal. On va aller prélever des cellules au niveau de ce qu'on appelle la zone de jonction, c'est-à-dire l'endroit où les cellules de l'extérieur du col, exocol, vont rencontrer les cellules de l'intérieur du col, endocol. C'est là en fait que l'HPV il aime bien se mettre. Donc on va aller prélever à cet endroit-là parce qu'on va être en mesure de dire s'il y a des lésions à l'endroit de prédilection de l'HPV. Donc à 25 ans, on fait un frottis, on analyse les cellules. On va le refaire un an plus tard, donc à 26 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Donc entre 25 et 30 ans, on analyse uniquement les cellules au niveau du col. À partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, c'est une évolution récente de la stratégie de dépistage, on va rechercher avec le même examen. On prélève au niveau de l'injonction dans le col, mais là, on va rechercher directement les HPV oncogènes. Et puis, il y a une stratégie réflexe, c'est-à-dire que si sur le frottis, entre 25 et 30 ans, il y a des anomalies au niveau des cellules, sur le même prélèvement, on va rechercher la présence d'HPV. Et à l'inverse, entre 30 ans et 65 ans, si on dépiste un HPV oncogène, sur le même prélèvement, on va aller analyser les cellules. Et ensuite, le résultat de ces deux choses combinées, comment sont les cellules et où l'HPV, ou est-ce qu'il y a de l'HPV et s'il y en a, comment sont les cellules, va nous donner la suite de la stratégie pour savoir s'il faut faire, par exemple, une colposcopie, c'est-à-dire aller regarder le col au microscope pour faire des biopsies. Donc, si on résume, ce vaccin contre les HPV, donc plutôt les HPV oncogènes ou qui provoquent des condylomes, permet d'améliorer l'immunité et donc de lutter contre l'infection à HPV. Donc en gros, on fait moins d'infections au niveau du col et à d'autres endroits, puisqu'on a dit qu'il pouvait provoquer d'autres cancers. Mais c'est quand même possible que l'infection persiste au niveau du col et évolue en lésion précancéreuse, puis en cancer, mais ça prend des années. Donc, il faut quand même faire son frottis. Et si, du coup, si on dépiste une lésion précancéreuse ou un HPV, qu'est-ce qui se passe après? Tu as parlé de la colposcopie, mais est-ce qu'on peut traiter? Oui, on peut traiter, et heureusement, et toutes les stratégies de dépistage n'ont de sens que s'il y a un traitement derrière, parce que faire du dépistage s'il n'y a pas de traitement,
Ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, en l'occurrence, on peut traiter les lésions on va beaucoup surveiller, on va être beaucoup moins actif qu'avant où on avait tendance à aller faire enlever des bouts de colle, ce qui s'appelle une conisation, assez vite dans la stratégie de prise en charge. Aujourd'hui, on sait que c'est des cancers qui se développent très lentement, que c'est une infection qui s'inscrit dans la durée. Donc on va essayer de laisser sa chance au corps, si je puis dire, de guérir l'infection tout seul. Mais si ça persiste trop longtemps, s'il y a des lésions précancéreuses ou cancéreuses, on peut soit aller les brûler, soit aller retirer un petit bout de colle. Et s'il y a vraiment un cancer avéré, là, c'est de la chirurgie plus lourde, voire de la chimiothérapie, des prises en charge de cancer plus importantes. Ce qui est peut-être important de rappeler qu'il n'y a pas de traitement pour l'HPV. Oui, on ne peut pas traiter Il n'y a l'HPV. pas de traitement de On l'HPV. ne peut pas l'enlever. Une fois qu'il est là, il faut que votre corps fasse le boulot Alors, tout seul. La seule façon, c'est l'immunité ou la vaccination. C'est pour ça qu'on peut parfois avoir eu un traitement des lésions, par exemple une conisation, c'est-à-dire on retire un petit bout de colle et avoir toujours de l'HPV après. Il va falloir que votre corps l'élimine tout seul. Donc on fait déjà une grosse partie du boulot en étant vacciné parce que on ne va pas s'infecter avec plein d'HPV. Merci à tous les deux. Merci Gonzague et merci Juju la Gigi pour vos explications vraiment précises. J'en ai encore appris sur ce sujet. Et donc, j'espère que vous aussi, vous en avez appris, que ça vous aidera à prendre cette décision de faire vacciner vos adolescents ou de vous vacciner vous-même. N'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste, on l'a dit, gynécologue, mais aussi les sages-femmes pour obtenir une prescription pour vous faire vacciner. Et puis, vous pouvez réaliser cette vaccination directement chez votre pharmacien qui est habilité et qui est vraiment un professionnel de santé à votre écoute et qui sera là aussi pour vous rassurer pour que tout se passe bien. Vous pouvez retrouver ce podcast, vous d'abord, en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes sur des sujets de santé, de prévention. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt.